Comment allez-vous les amis? Comme vous pouvez sans doute le voir, je suis très éclairée. En fait, j'ai acheté sur Temu un nouveau tout petit trépied et avec un carré en fait. Comment dire? En fait, c'est un trépied où il y a le téléphone. En haut, il y a une très forte lampe, enfin une ring light mais carrée. Et au-dessus, on peut fixer, ou à côté, on peut fixer un micro. Mais je n'ai pas fixé le micro parce que déjà j'ai un très bon micro. Et puis parce que l'entrée-sortie c'est jack et sur mon téléphone je n'ai pas jack, je n'ai que USB-C, donc je n'utiliserai pas ce micro. En tout cas, du coup j'ai un nouveau trépied, j'allais dire terre-plein, pas du tout. Un nouveau trépied qui est très bien. Bon, j'ai mis 2 livres dessous parce que c'était trop bas sinon, déjà que je suis assez basse. Et il y a ce spot lumineux qui m'éclaire, j'ai l'impression que ça éclaire jusqu'à la lune. Bon, mais ça va, je trouve que la qualité n'est pas trop mal et que du coup ça fait bien le contraste entre moi et le derrière. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes à l'ombre parce qu'il fait très chaud. En fait, dans le sud, il fait très chaud. Ailleurs, je ne sais pas. Et surtout, hydratez-vous bien, c'est très important. Petit racontage de vie. Je sais que quand je ne bois pas suffisamment d'eau, je suis très fatiguée. Et dès que je me mets à boire un verre toutes les heures et demie, d'un coup, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc buvez de l'eau, mettez une casquette, mettez des lunettes de soleil, c'est très important. Le soleil est très violent. Surtout avec son cycle qui prend fin là, il y a beaucoup d'éruptions solaires. Bon, je sais pas trop si ça a un impact du coup sur les rayons du soleil qui nous arrivent sur la terre, mais faites attention. Alors aujourd'hui, je voulais te donner des nouvelles du James Webb. Enfin, pas des nouvelles en lui-même parce que apparemment il va très bien, mais des nouvelles de ses découvertes encore et toujours sur donc lecture chuchotée depuis le site de Futura Science parce qu'ils mettent bien à jour il y a des articles qui sortent quasiment tous les jours et ça c'est trop bien, comme ça on est au courant et au fait de ces découvertes rapidement. Donc je vais vous lire, je crois, bon, on verra, mais normalement 5 articles si ça fait pas trop long. Normalement non, je vais essayer de tout faire, ça va être une vidéo peut-être encore longue. Vous avez l'habitude avec moi. Et à la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin parce que je la mettrai donc à l'écran, une photo. Bon, c'est pas le James Webb qui l'a prise, mais c'est une représentation de plein de choses.
celui qui a créé cette représentation s'appelle Martin Vartchik. Je vous mettrai tout ça à la fin et je vous lirai aussi l'article dont il est question, de ce dont je parle. Et c'est magnifique, vraiment. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Alors, le télescope James Webb détaille les différences entre le jour et la nuit sur cette folle exoplanète. Chaque jour, ou presque, le télescope spatial James Webb nous apporte de nouvelles et précieuses informations sur notre univers. Cet article date du 18 juillet de Nathalie Meyer. Sur la diversité des exoplanètes et de leur atmosphère, par exemple. Et cette fois, sur ce qui se joue à la frontière entre le jour et la nuit sur une planète verrouillée par les marées. Certaines exoplanètes sont ce que les astronomes appellent verrouillées par les marées. Comprenez que, par des jeux d'interaction gravitationnelle, un côté de ces planètes est toujours exposé à leur étoile et l'autre toujours dans l'obscurité. C'est le cas de WASP-39b, j'en ai déjà parlé je crois, une exoplanète de la taille de Jupiter mais de la masse de Saturne. Elle est située à environ 700 années-lumière de la Terre et grâce au télescope spatial James Webb, des chercheurs du Space Telescope Science Institute aux États-Unis viennent de réussir à analyser les différences entre l'atmosphère de cette planète dans sa zone de matin éternel et celle dans sa zone de soirée éternelle. Sur cette exoplanète, des soirées bien plus chaudes que les matinées. Dans la revue Nature, les astronomes expliquent comment ils ont analysé le spectre de transmission de 2 à 5 microns de WASP-39b. Celui-ci est établi en comparant la lumière à l'étoile filtrée à travers l'atmosphère de la planète lorsqu'elle se déplace devant l'étoile, à la lumière de l'étoile non filtrée détectée lorsque la planète est à côté de l'étoile. En effectuant cette comparaison, les chercheurs peuvent obtenir des informations sur la température, la composition et d'autres propriétés de l'atmosphère à la frontière. Le terminateur, disent les spécialistes, qui sépare le côté jour et le côté nuit de la planète. Ils ont ainsi découvert, grâce à la sensibilité extraordinaire du James Webb, que sur WASP-39b, la soirée est nettement plus chaude, avec une température de l'ordre de 800 degrés Celsius, que la matinée, durant laquelle la température ne dépasse pas les 600 degrés Celsius. En cause, la circulation des gaz autour de l'exoplanète. Des températures modulées par les vents. Un modèle de circulation montre en effet que sur WASP-39b, les vents dominants se déplacent probablement du côté nuit jusqu'à la frontière du matin, puis du côté jour à travers la limite de soirée, et enfin autour du côté nuit. Et en conséquence, le côté matin est frappé par des vents d'air refroidi du côté nuit, tandis que le soir est frappé par des vents d'air chauffé du côté jour. Les recherches suggèrent que la vitesse du vent sur WASP-39b peut atteindre des milliers de kilomètres par heure. Voilà pour la première découverte récente.
Ensuite, donc ça c'est un article du 16 juillet par Laurent Sacco. James Webb, la NASA fête 2 ans d'images spectaculaires avec une des mythiques galaxies irrégulières de Alton Harp. La NASA a fait savoir il y a quelques jours que cela faisait déjà 2 ans maintenant que le télescope spatial James Webb avait repris le flambeau de Hubble pour nous révéler des images toujours plus spectaculaires du monde des nébuleuses et des galaxies. Pour fêter l'événement, elle a mis en ligne une nouvelle image d'une des mythiques galaxies régulières de Alton Harp, l'astrophysicien qui doutait du Big Bang. Il y a quelques jours, la NASA a mis en ligne une image inédite d'un objet cosmique qui n'est pas un inconnu puisqu'il figure dans un célèbre catalogue sous le nom d'ARP 142 qui se trouve à 326 années-lumière de la Terre, dans la constellation de l'Hydre. Il s'agit d'une paire de galaxies en interaction déjà photographiées par Hubble, dont les images montraient déjà une galaxie elliptique NGC 2937 aux abords de ce qui apparaît comme une galaxie spirale fortement déformée par des forces de marée découverte par l'astronome allemand Albert Marth en 1864 et qui a été cataloguée depuis sous la dénomination NGC 2936. Plus prosaïquement, les deux astres sont connus respectivement comme la galaxie du pingouin et de l'œuf. Effectivement, j'ai vu passer ça, c'est... Si j'arrive à vous mettre là, c'est... Je suis trop émue parce que c'est incroyablement beau et oui, je suis émue pour rien. Enfin, c'est dès que j'ai vu là sur Instagram, mais d'ailleurs je l'ai publié sur Instagram en story. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, les liens sont dans le à propos et j'essaie de le mettre, d'y penser de le mettre dans la barre d'infos. Je vous mettrai les photos, essayez vraiment d'aller voir le Instagram de la NASA, même si vous n'avez pas de compte, il me semble que si, je vais vous partager le lien de la publication de la NASA en barre d'infos. Je crois que même si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez quand même le regarder. Ils ont fait une vidéo incroyablement mignonne. Et je vous mettrai à l'écran la photo du pingouin et de l'œuf dont je parle. Notre connaissance du phénomène d'interaction gravitationnelle entre des galaxies nous permet de dire qu'elle a été déclenchée il y a 25 et 75 millions d'années lorsque le pingouin a effectué son premier passage rapproché, arrachant des courants d'étoiles par ses forces de marée. Plusieurs passages devraient se produire avant que la fusion proprement dite ne débute et que le produit final soit d'une seule galaxie dans des centaines de millions d'années. C'est tellement beau. HARP 142 sous le regard infrarouge du James Webb. Pour l'heure, si l'on peut dire, puisque les images nous montrent HARP 142 telle qu'elle était il y a plus de 300 millions d'années, on estime que le pingouin et l'œuf sont distants d'environ 100 000 années-lumière. Pour mémoire, la Voie lactée est la grande galaxie la plus proche, la galaxie spirale d'Andromède, sont distantes d'environ 2,5 millions d'années-lumière. Elles aussi finiront par fusionner, mais pas avant environ 4 milliards d'années. Elles ont probablement déjà interagi dans un passé lointain. Pourquoi une telle mise en avant aujourd'hui de HARP 142 par la NASA? Tout simplement parce que c'est le
2e anniversaire de la mise en ligne par la NASA des premières images, des premières images spectaculaires du télescope James Webb observant dans l'infrarouge proche et moyen le cosmos observable avec une nouvelle résolution dans ces 2 bandes spectrales. Les instruments utilisés étant NIRCam et MIRI. Je me souviens, la NASA sur YouTube avait fait un live pour montrer 3 photos. Il y avait le quintet de Stéphane, les piliers de la création et la photo noire avec toutes les galaxies et je sais plus. Et j'étais outrée, enfin vraiment j'étais déjà sur toutes les photos. À l'occasion de la révélation de l'image composite obtenue en combinant les données des 2 instruments et que l'on compare à celle prise dans le visible par Hubble, Marc Clampin, directeur de la division d'astrophysique au siège de la NASA à Washington, a déclaré qu'en seulement 2 ans, Webb a transformé notre vision de l'univers, permettant le type de science de classe mondiale qui a conduit la NASA à faire de cette mission une réalité. Webb donne un aperçu des mystères de longue date sur l'univers primitif et ouvre la voie à une nouvelle ère d'étude des mondes lointains, tout en renvoyant des images qui inspirent les gens du monde entier et en posant de nouvelles questions passionnantes auxquelles répondre. Merci James. Alton Harp et les galaxies irrégulières. Le communiqué de la NASA qui accompagne les images et qui contient la déclaration de Marc Clampin expliqua aussi que, comme toutes les galaxies spirales, la galaxie du Pingouin est encore très riche en gaz et en poussière. La danse des galaxies a attiré gravitationnellement les zones de gaz et de poussière les plus minces du Pingouin, les faisant s'écraser en vagues et former des étoiles. Autour de ces nouvelles étoiles se trouve un matériau semblable à de la fumée qui comprend des molécules contenant du carbone, connu sous le nom d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, que Webb détecte exceptionnellement bien. La poussière, vue sous forme d'arc orange plus pâle et plus profond, descend également de son bec jusqu'aux plumes et sa queue. En revanche, la forme compacte de l'œuf reste largement inchangée. En tant que galaxie elliptique, elle est remplie d'étoiles vieillissantes et contient beaucoup moins de gaz et de poussière pouvant être extraites pour former de nouvelles étoiles. Une autre raison de l'apparence intacte de l'œuf, ces galaxies ont à peu près la même masse ou le même poids. C'est pourquoi l'elliptique d'apparence plus petite n'a pas été consommée ou déformée par le Pingouin. Ces images de HARP 142 sont une bonne occasion de rappeler que la NASA et l'ESA ont plusieurs fois mis en ligne de superbes images prises par le télescope Hubble, montrant quelques exemples de galaxies en collision qui font partie de l'Atlas of Peculiar Galaxies, aussi appelé communément Atlas HARP. C'est un catalogue astronomique montrant des galaxies particulières que l'on doit initialement aux défunts astronomes états-uniens Alton Harp 1927-2013. Il l'a publié une première fois en 1966 et à sa mort, il recensait 338 galaxies. C'est une bonne occasion aussi de reprendre ce que Futura avait expliqué aussi au sujet de Alton Harp et de la théorie de la lumière fatiguée dans un autre article. Harp, tout comme Fred Hoyle, Margaret et Geoffrey Burbidge, est resté un opposant à la théorie du Big Bang. À la fin des années 1900,
1960, malgré la découverte du rayonnement fossile jusqu'à son décès. Il mettait en doute, comme Hoyle, l'interprétation du décalage spectral selon la loi de Hubble-Lemaître en matière d'expansion de l'espace. Ce décalage devait avoir une autre interprétation, par exemple dans le cadre justement d'une théorie de la lumière fatiguée, faisant intervenir une perte continuelle d'énergie, des photons émis par les astres avec la distance qu'ils parcourent sans que cette perte correspondant à un décalage vers les grandes longueurs d'onde, donc du bleu au rouge, ne soit due à la dilatation continuelle et accumulée des longueurs d'onde des photons du fait de l'expansion de l'espace lors de leur voyage. C'était long. Des galaxies qui n'affirment pas la théorie du Big Bang. La théorie de la lumière fatiguée était pourtant intenable, comme l'a rapidement montré une première fois le grand cosmologiste russe Yakov Zeldovitch. Selon les lois connues de la physique, toute perte d'énergie, selon la théorie de la lumière fatiguée, impliquerait une perte aléatoire de quantité de mouvement pour les photons, par interaction avec leur environnement, par exemple des poussières intergalactiques, de sorte que les images des étoiles et des galaxies seraient de plus en plus dégradées avec la distance, ce que l'on n'observe absolument pas. De plus, comme l'explique le cosmologiste Ned Wright, l'expansion relativiste de l'espace implique que le temps d'évolution de la courbe de lumière des explosions de supernova doit apparaître dilaté selon une loi bien précise. Dilatation qui ne peut prédire aucune théorie de la lumière fatiguée. Or, non seulement on a bel et bien observé le phénomène et la loi prévue, mais le désaccord entre la théorie de la lumière fatiguée et les observations est de 11 sigma, comme disent les chercheurs dans leur jargon. C'est un désaccord colossal. Harp était troublé par le fait que certains des objets de son catalogue montraient des galaxies en interaction ou pour le moins qui apparaissaient ainsi, probablement du fait de leur rapprochement sur la voûte céleste. Or, ces galaxies avaient des décalages spectraux différents, contredisant leurs associations apparemment étroites impliquant des distances similaires à la Voie lactée. Fort logiquement, Harp en déduisait que cela réfutait la théorie standard du décalage spectral. Un exemple connu est celui du quintet de Stéphane, un groupement visuel de 5 galaxies situées dans la constellation de Pégase et observé pour la première fois par l'astronome français Édouard Stéphane en 1878. J'ai oublié de l'arrêter ce truc. Bon, bah tant pis. Au moins pour moi ça sent bon. En fait, seules 4 galaxies sont véritablement en interaction et comme dans tous les autres cas qui troublaient Harp, on a pu montrer que les différences de décalage étaient bien dues à des distances spatiales différentes et les associations sur la voûte céleste étaient de simples astérismes comme les constellations. Ensuite, article suivant qui date du 17 juillet et qui a été écrit par Nathalie Meyer. Le télescope James Webb révèle que cette célèbre exoplanète a une odeur d'œuf pourri. Cette exoplanète a été largement étudiée par les astronomes, mais s'ils viennent d'en obtenir des données inédites par le télescope spatial James Webb, des données qui indiquent que HD 189 733b pue les œufs pourris. HD 189 733b, l'exoplanète est bien connue des astronomes, une Jupiter chaude située à quelques 63 années-lumière de la Terre. Elle a été découverte
sur son atmosphère. Et pour la toute première fois, il permet aux chercheurs de détecter la présence de sulfure d'hydrogène en dehors de notre système solaire. Du sulfure d'hydrogène dans l'atmosphère de HD 189-733b. Le sulfure d'hydrogène, c'est la molécule qui donne leur odeur nauséabonde aux œufs pourris. En trouver dans l'atmosphère de HD 189-733b offre des indices précieux aux astronomes sur la façon dont le soufre intervient dans le processus de formation des planètes. Si le James Webb nous apportait les preuves de la présence de sulfure d'hydrogène sur, disons, une centaine d'autres Jupiters chaudes, cela nous interrogerait sur le lien qu'il peut y avoir avec la manière dont ces planètes sont apparues et se sont développées différemment de notre Jupiter, explique Guang Weifu, astrophysicien à l'université Johns Hopkins aux États-Unis, dans un communiqué. Ce que les chercheurs espèrent par exemple comprendre, c'est comment de telles planètes géantes peuvent évoluer bien plus près de leur étoile que notre Mercure du Soleil. HD 189-733b se trouve ainsi 13 fois plus près de son étoile. Elle ne met ainsi que 2 jours à parcourir son orbite. Mieux comprendre la formation des planètes. Grâce au télescope spatial James Webb, les astronomes savent aussi désormais que l'atmosphère de HD 189-733b ne contient pas de méthane. Et aussi, non. Et dans la revue Nature, il la présente également avec des niveaux de métaux lourds semblables à ceux que l'on trouve dans l'atmosphère de Jupiter. Alors que les planètes du système solaire moins massives comme Neptune ou Uranus en contiennent plus. De quoi soutenir l'idée que ces planètes se forment en créant un matériau plus solide après la formation initiale de leur noyau, puis sont naturellement enrichis en métaux lourds. Et pour terminer cette vidéo, le dernier article, celui dont je vous ai parlé au début, magnifique, des représentations inédites des 5600 planètes découvertes à ce jour. À ce jour, les astronomes ont découvert plus de 5600 exoplanètes. Des informations les concernant sont accessibles à qui le veut sur plusieurs bases de données, dont une éditée par la NASA. Et un passionné d'astronomie, Martin Vargic, vient de passer plusieurs mois à exploiter ces données pour créer d'incroyables infographies. Des exoplanètes toutes différentes. On y découvre plusieurs centaines d'exoplanètes sélectionnées avec soin pour montrer le panel des différents types de planètes que les astronomes ont jusqu'ici observés. Martin Vargic raconte qu'il les a dessinées une à une pour leur donner une texture et un rendu unique qui correspondent à ce que les chercheurs savent de leur composition chimique et de leur température. Des planètes gazeuses et des planètes rocheuses, de PSR B162026b, la plus ancienne et lointaine exoplanète connue. Elle a près de 13 milliards d'années. À Kelt 9b, l'exoplanète la plus chaude, il y règne une température qui frôle les 3800 degrés Celsius, en passant par Kepler 1658b, celle qui présente l'albédo le plus élevé, ou encore Kepler 277c, la plus grande planète rocheuse connue, ou même BLG 1323b, une planète vagabonde. En cherchant bien, vous y trouverez même peut-être la planète X, la fameuse planète
système solaire. Alors, je vais vous mettre la représentation qu'a fait Martin Vargic de ces près de 5000, ou plus même 5600 exoplanètes. Vous êtes prêts? 3, c'est incroyable. 3, 2, 1. Tadam! Alors, est-ce que c'est pas extrêmement beau? En même temps, je l'ai sous les yeux et je trouve que ce dégradé de couleur est incroyable. Et franchement, il a fait du très très bon boulot. Ah, il passait des mois et des mois. Bravo Martin Vargic. Et voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo